Bonjour à tous, le youtubeur zététicien Assermendax de la chaîne La Tronche en Biais a prétendu récemment chercher la définition de ce qu'est un garçon dans un tweet. Il prétend que l'idée de garçon que les gens se font spontanément ne repose au pire sur pas grand-chose ou au mieux sur des préjugés. Il lance un défi à qui n'est pas d'accord avec lui de lui fournir une définition. L'affaire a escaladé notamment avec l'irruption du maître des dramas Psyodélique. Des gens se sont prêtés au jeu des définitions, mais plutôt que d'essayer d'y jouer moi aussi, je vais plutôt vous expliquer pourquoi pour ma part je refuse d'expliquer à Assermendax ce qu'est un garçon. Notre polémique commence avec une succession de tweets dont certains datent de l'an passé où Assermendax, le patron de la chaîne La Tronche en Biais, se demande ingénument ce qui définit un garçon. Tout aussi ingénument, certains tweetos lui parlent de chromosome Y, ce à quoi il répond que nous n'accédons jamais à une analyse des chromosomes de nos interlocuteurs dans la vie de tous les jours. Et sur ce point précis, il a raison puisque ce n'est effectivement pas ce que les gens font au quotidien. Quand une femme hétérosexuelle déclare chercher un homme, ce qu'elle cherche réellement c'est un partenaire et un potentiel père pour ses enfants, plutôt qu'un individu doté d'un karyotype particulier. Admettons. Sur ce point précis, Assermendax, qui incarne sur YouTube la figure du scientifique par excellence, est dans son rôle. Mais là où Assermendax part en vrille, c'est qu'il confond, ou semble confondre, exception et remise en cause de la définition. Assermendax part en vrille parce qu'il se lance dans un jeu des exceptions qui consiste à demander une définition de catégorie pour lui trouver un contre-exemple, puis redemander une nouvelle définition pour lui trouver un nouveau contre-exemple et tourner ainsi en rond avant d'affirmer que puisqu'aucune définition satisfaisante n'a pu être proposée, c'est qu'on ne peut tout simplement pas trouver de catégorie. Car là où en vient Assermendax en réalité, c'est ce qu'on peut lire dans son échange lunaire avec le chercheur Franck Ramu. La position de Ramu, c'est qu'une petite fille qui subit une transition chirurgicale et hormonale ne pourra jamais être dotée d'un appareil reproducteur masculin fonctionnel qui lui permette la reproduction telle qu'elle existe dans la nature. Et à ce titre, une petite fille peut trouver 1000 noms pour se désigner, mais elle ne sera jamais, selon Ramu, véritablement un garçon. Assermendax ne se contente pas de refuser cette position pourtant entendable. Ce qu'il cherche à faire, c'est forcer des millions d'auditeurs à renoncer à la définition même de garçon, sous prétexte qu'il a trouvé un cas pour lequel cette idée nécessite des nuances. Qu'on se mette d'accord, ce n'est pas parce qu'on a trouvé un garçon avec des anomalies génétiques qu'on doit cesser de penser que c'est un garçon avec des anomalies. Cette démarche est d'autant plus troublante de sa part que la démarche de la pensée scientifique consiste justement à penser simultanément la régularité et les exceptions, à penser l'effet dominant et les effets de bord, à penser une loi générale et les conditions d'application de la loi générale. Par exemple, tous les auditeurs de ma chaîne sont familiers de la gravité et de la mécanique de Newton. Ils ignorent peut-être en revanche que cette théorie n'est en réalité valable que pour les objets se déplaçant à des vitesses très inférieures à celles de la lumière et qu'au début du XXe siècle, la théorie de la relativité générale d'Einstein a été ajoutée pour expliquer la mécanique des objets à des grandes vitesses. Pour être précis, on peut retrouver les formules de Newton dans les formules d'Einstein si on fait des hypothèses sur la vitesse faible devant la vitesse de la lumière. Aucun scientifique au monde, pour autant, n'en a conclu que la relativité générale annulait la mécanique de Newton. Épistémologiquement, c'est là où notre ami Assermendax dérape. Dans la vie de tous les jours, j'ai la quasi-certitude qu'Assermendax calcule la fréquence des oscillations de pendule avec de la bonne vieille mécanique newtonienne. Parce que même si on peut trouver des cas où la mécanique newtonienne est en défaut, pour un ingénieur qui construit des caddies de supermarché ou des ponts, ces cas ne se rencontrent jamais en pratique. Et ce que Assermendax nous conduit à faire en refusant une définition simple de la notion de garçon consiste soit à nous pousser vers une théorie tellement complexe qu'elle en devient inapplicable au quotidien, soit à nous pousser tout simplement à refuser de penser qu'il existe une catégorie étiquetée garçon. Le glissement d'un esprit critique exigeant vers un scepticisme hystérique n'est pas réellement nouveau. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le monde est plein de superstitions et de mensonges et il est important d'avoir sur eux un doute raisonnable. Mais ce doute raisonnable doit amener à des pensées plus nuancées ou à des certitudes plus fermes. Or, Assermendax est ici l'illustration parfaite du raisonneur qui détruit la raison. Tous les zététiciens ne le sont probablement pas, peut-être lui-même ne l'est pas sur tous les sujets, mais dans cet échange spécifiquement, il veut tellement douter qu'il en vient à douter de la pensée elle-même par le biais de la notion de catégorie.
Et c'est pour cette raison précisément que plutôt que de me précipiter avec lui dans ce petit jeu qui consiste à explorer l'une après l'autre toutes les différences qu'on pourrait trouver entre hommes et femmes, je veux bien humblement le mettre en garde contre une dérive dans laquelle il semble tomber sans s'en apercevoir. Et je vais le faire avec une querelle historique qui a opposé Herbert George Wells et Gilbert Keith Chesterton, qui lui avaient déjà répondu à ma place sur le danger du scepticisme délirant. Voici ce qu'Assermendax Wells déclarait il y a 120 ans dans une conférence intitulée « Scepticisme de l'instrument ». Mon scepticisme initial est essentiellement un doute sur la réalité objective de la classification. Je n'hésite pas un instant à dire que telle est la proposition première et principale de la philosophie que je professe. Je suis d'avis que la classification est une condition indispensable au fonctionnement de la machine mentale, mais qu'elle s'écarte de la vérité objective des choses, qu'elle est utile pour les nécessités pratiques de la vie, mais qu'elle est un préliminaire fort douteux à ces recherches approfondies qui exigent impérieusement parfois le dessein philosophique. Toutes les particularités de ma façon de penser proviennent de là. Prenez le mot chaise. Quand on dit chaise, on pense vaguement à la chaise ordinaire. Mais rassemblez des exemples individuels. Pensez à des chaises longues, des bergères, des chaises de salle à manger, de cuisine, des chaises qui sont presque des tabourets ou des bancs, qui franchissent les bornes et deviennent des causeuses, des canapés, des fauteuils médicaux, des trônes, des salles d'opéra, des sièges de toutes sortes, de ces miraculeux ustensiles qui croissent comme des champignons pour encombrer les salles des expositions d'art, et vous comprendrez quel faisceau relâché de sens comporte réellement ce simple mot. Avec la collaboration d'un ébéniste intelligent, j'entreprendrai de mettre en défaut toute définition de siège ou d'objet propre à s'asseoir. Les chaises, tout autant que les organismes individuels, tout autant que des spécimens minéraux, sont des choses uniques. Mais il se trouve que dans Orthodoxie, livre que nous retraduisons et republions aux éditions Carmin, Chesterton, décidément d'une brûlante actualité, avait déjà répondu à Assermendax Wells. Ainsi, quand M. Wells déclare, comme il le fait quelque part, « Toutes les chaises sont absolument différentes », il proclame non seulement son erreur, mais une contradiction dans les termes. Si toutes les chaises étaient absolument différentes, vous ne pourriez pas dire « toutes les chaises ». Car oui, je vais reprendre sans vergogne l'argumentaire de Chesterton pour affirmer qu'Assermendax joue sur deux tableaux. Il affirme simultanément qu'il n'y a pas de catégorie et qu'il y a des exceptions. Or, il ne pourrait pas remarquer d'exception s'il n'y avait pas de règles, ni de catégorie, ni même un semblant de régularité. Assermendax confond le signifié, c'est-à-dire l'idée, avec le référent, c'est-à-dire l'objet, que l'idée essaye d'éclairer. L'idée de chaise ne disparaît pas parce qu'on peut trouver un nouvel objet. Pour Assermendax, l'idée d'homme éclaire mal l'objet qu'est l'homme. Mais au lieu d'en conclure qu'il faut rajouter d'autres lampes, c'est-à-dire d'autres idées pour mieux l'éclairer, il en déduit qu'il faut renoncer à l'idée d'homme elle-même et éteindre la lampe, ce qui est stupide. Car en effet, l'idée d'homme ne se trouve pas détruite par le simple fait qu'on trouve un homme stérile, ou un homme avec un chromosome imparfait, ou un homme imberbe, ou un homme à la voix aiguë. S'il est concevable de chercher à ajouter de nouvelles nuances pour véritablement rendre compte de cas particuliers, il est en revanche absurde de vouloir renoncer à l'idée elle-même. Arrêtons-nous aussi sur la remarque paternaliste convoquant la transphobie formulée par Assermendax. Toutes les personnes humaines ont droit au respect. Personne n'en disconvient. Et je ne doute pas qu'Assermendax lui-même puisse être animé de bonnes intentions. Mais en voulant à toute force protéger une minorité de gens exclus, il en arrive à renforcer les réactions de rejet. Car ce qui ajoute à la dite transphobie ambiante, c'est de vouloir prendre en otage la notion de respect des individus pour faire accepter d'un bloc toutes les idées, bonnes ou saugrenues, que ces individus pourraient avoir. En donnant l'ordre aux gens de croire quelque chose de scientifiquement faux, on leur fait une violence symbolique extrême. Que la majorité résiste, voire se rebelle contre cette violence, quoi d'étonnant. Car, en définitive, la différence sexuelle est l'une des différences fondamentales pour la psychologie humaine, avec la différence entre les générations. Le fait qu'il existe une distinction entre les hommes et les femmes est un pilier structurant pour la pensée humaine, de même que le fait que le temps passe et que des générations se suivent est un pilier structurant pour la pensée humaine et pour la perception de la réalité.
Exiger l'abandon de cette distinction est une violence symbolique, et si il existe une loi de 2016 qui permet déjà un changement d'état civil sur déclaration, d'aucuns craignent, à raison, qu'en suivant le modèle anglo-saxon et en utilisant l'arsenal législatif à disposition de l'État, la violence symbolique puisse se transformer en violence beaucoup plus réelle. Si Assermendax n'était qu'un zététicien seul dans sa chambre et parlant à un pot de fleurs, je me serais probablement abstenu de faire une vidéo à son sujet. Mais les errements d'Assermendax ont leurs conséquences. Assermendax fait peser sur toute l'audience qui l'écoute le très grand péril, non de l'hygiène mentale, mais de l'autodestruction mentale. Et c'est précisément contre ce péril que Chesterton avait écrit le livre Orthodoxie pour ferrailler contre Wells. Je cite encore. « Ce péril, c'est que l'intelligence humaine est libre de se détruire elle-même. De même qu'une génération pourrait empêcher l'existence même de la génération suivante si elle entrait toute au monastère ou sautait dans la mer, de même un groupe de penseurs pourrait, jusqu'à un certain point, empêcher l'exercice de la pensée s'il enseignait à la génération suivante qu'il n'y a rien de valable dans aucune pensée humaine. Il est vain de dire sans cesse qu'entre raison et foi il faut choisir, car la raison elle-même est un objet de foi. C'est un acte de foi que d'affirmer que nos pensées ont un quelconque lien avec la réalité. Si vous êtes un pur sceptique, vous devrez tôt ou tard vous poser la question. Pourquoi quoi que ce soit fonctionnerait-il, même l'observation et la déduction? Pourquoi la bonne logique ne serait-elle pas tout aussi trompeuse que la mauvaise logique? Ne sont-elles pas toutes les deux des impressions dans le cerveau d'un singe désaxé? J'ai le droit de penser par moi-même, affirme le jeune sceptique, mais le vieux sceptique, le parfait sceptique, dit « Je n'ai pas le droit de penser par moi-même, je n'ai pas le droit de penser du tout. » Il y a une pensée qui bloque la pensée. C'est la seule pensée qui devrait être bloquée. C'est contre ce mal extrême que fut dirigée toute autorité religieuse. Il n'apparaît qu'au terme des époques décadentes comme la nôtre. Et déjà, M. Herbert George Wells a levé sa bannière désastreuse. Il a donné une conférence subtile, pleine de doutes, intitulée « Scepticisme de l'instrument ». J'arrête ici ma citation, mais l'actualité de Orthodoxie, c'est l'observation qu'il y a un très grand danger pour l'esprit lorsqu'il se déconnecte de la réalité du monde extérieur. L'observation qu'il y a à l'inverse des dogmes qui sont autant de ponts entre notre esprit humain et le monde réel, et que ces dogmes sont parfois salutaires et protecteurs. Si vous aussi, vous voulez vous protéger contre le péril de l'autodestruction intellectuelle et que comme moi vous cherchez un antidote aux folies ordinaires, vous pouvez participer à mon projet de retraduction de Chesterton sur Tipeee. Il ne nous reste plus qu'un mois de campagne et je suis encore assez loin de l'objectif à atteindre. Pour rappel, vous pouvez choisir la version numérique, audio ou papier du texte, qui est une retraduction entièrement nouvelle avec des annexes inédites en français, notamment celle de Wells dont je vous ai lu un extrait. La version numérique du texte est disponible pour la modique somme de 5 € et la version papier avec les frais de port inclus est à 25 €. C'est aussi un moyen pour vous de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne. Ce projet n'est pas un habillage de bibliothèque, c'est un combat salutaire pour le bon sens et j'espère que vous aussi vous m'aiderez à imprimer et diffuser ce livre partout. Merci pour votre écoute et à bientôt.